Bienvenue dans les coulisses de ce Locarno Festival sur le célèbre tapis rouge à 2 pas de la Piazza Grande. La Piazza Grande qui accueille ce soir la projection du second volet de The Equalizer, nouveau long métrage d'Antoine Fuqua, un film dans la grande tradition des blockbusters américains. Samuel, lift off. They killed my friend. So I'm going to kill each and every one of them. The only disappointment is that I only get to do it once. Look at you. Your father, your mom, they just didn't tell you. Alors il n'y a pas que des super productions américaines ici à Locarno. Au total, 6 longs métrages francophones sont programmés sur la Piazza Grande. C'est le cas ce soir du dernier film du réalisateur français Bruno Dumont, Coin Coin et les Inhumains, le dernier épisode de sa mini-série burlesque tournée dans le nord de la France. Ah, c'est tombé du ciel quoi. C'est quand même pas de la bouche de vache. En tout cas, c'est pas humain. C'est pas d'ici, c'est encore étranger. J'ai trouvé le titre tout de suite. Et je pense que Coin Coin, ça dit tout de suite l'esprit des choses, c'est-à-dire le côté amusant, simple, très barré, quoi. C'est ça qui a pensé. Ça confirmerait la vie extraterrestre. C'est quand même pas l'apocalypse. C'est la fin du monde qui a fondu. Le comique permet la transgression, donc ça permet de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et je pense qu'on a besoin d'exploser ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de purger des petites méchancetés qui sont en nous. Il faut bien en faire quelque chose. Et le cinéma aussi est là pour, pour faire le nettoyage nécessaire. Oh, c'est des clowns. Des clones, vous voulez dire, mon commandant? Ouais, des clowns parfaitement identiques. Oh Jésus, regardez-moi ça, comment c'est beau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience. Hors compétition cette année, on retrouve le dernier long métrage du français Nicolas Philibert, lui qui avait réalisé Être et avoir en 2002. Cette fois, il nous partage le quotidien, les espoirs et les doutes de jeunes stagiaires qui rêvent de devenir infirmiers. J'ai voulu, avec ce film, en tout cas, faire un film sans fioriture. Il n'y a pas d'esthétisation. On est dans quelque chose de très simple. Il n'y a pas de surajout de musique, etc. Il y a des moments très émouvants, mais c'est une émotion qui est très, je crois, qui est très authentique. Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose. Il y avait des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour pas faire de bêtises. J'essaie d'être discret, mais je ne suis pas quelqu'un qui filmerait avec un téléobjectif pour essayer de capter des choses un peu à l'insu des gens, comme ça. Non, je suis dans une relation affirmée à ce que je filme. Je suis proche, je suis présent, je suis là, j'essaie d'être avec, au fond. Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de cobaye, non? Ou c'est la... Mais vous en faites pas, je suis pas le premier. Hein? Je suis pas le premier. Vous êtes mon premier. Puis coup de cœur également pour le film suisse-canadien L'Apollon de Gaza, réalisé par Nicolas Vadimov. D'après moi, c'est un faux qui a dû être fait ou maintenant ou il y a 30 ans en arrière. لا أنا بتحدى أصلي أورجونال لا مش مصور مش إمكانية. Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort. J'ai l'impression que l'Apollon de Gaza, pour les habitants de Gaza, c'est comme une lumière qui aurait pu venir et qu'on aurait éteint beaucoup trop vite. Les habitants de Gaza rêvaient qu'elle soit exposée, qu'elle devienne un objet de tourisme international. On en est malheureusement loin aujourd'hui. Et puis, soudainement, clac, c'est comme si on avait éteint la lumière et on dit c'est fini. Ça ne peut pas exister à Gaza. À Gaza, il n'y aura que votre quotidien fait d'embargo, de blocus, de privation.
de guerre. Voilà. Je me dis, ah, cette statue, elle nous donne tout à coup l'occasion de rappeler que Gaza, ce n'est pas que ça, que Gaza, ça a été autre chose, que Gaza, ça pourrait être autre chose aujourd'hui, et surtout, ça pourrait être autre chose demain. Voilà. Donc j'ai l'impression que le film, il est là pour ouvrir des portes et un espace mental autre, et essayer de sortir de cette espèce de marasme intellectuel même, qui ne produit plus rien. Et puis, événement ce dimanche ici à Locarno avec la projection du dernier film de l'américain Spike Lee, Black Landsman. L'histoire d'un policier noir américain qui intègre le Ku Klux Klan s'est inspiré d'un fait divers réel dans les années 70 aux États-Unis. Un film qui risque de faire beaucoup parler de lui ici à Locarno. Voilà, c'était le festival de Locarno. On y retournera demain pour le 3e reportage de Nicolas Georges et Julien Munzer, donc à ce festival international du film en Suisse. Dans un instant, maintenant, Patrick Simonin va recevoir le chanteur, auteur, compositeur, interprète Gilles Servat, un grand défenseur de la culture bretonne rencontré aux Francopholies de La Rochelle. À tout de suite. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Bonjour Gilles Servat. Bonjour. Je dis vous êtes un véritable monument de la musique bretonne évidemment, mais pour moi vous êtes un monument de la musique française, tout court. Ah bah, de la chanson. Merci. 50 ans de carrière. Ouais. Je disais, c'est 21 albums. Il y a une partie qui est là. Oui. Et se retrouver ici aux Francopholies de La Rochelle pour chanter ces chansons que vous avez toujours portées sur les routes, partout. C'est vrai. Et je suis très content de venir aux Francopholies. En plus, on est en train de monter un nouveau spectacle qui va s'appeler Accords déployés avec violon, violoncelle, piano à queue et cordes vocales. Ouais. Et donc, ça va être la première là. Enfin, c'est pas vraiment la première parce qu'il sera plus long, mais on a commencé à travailler ça, oui. Ouais, deux types de chansons, plusieurs types de chansons dans votre œuvre. Hein. Oui. Des chansons poétiques, Je vous emporte dans mon cœur, voilà. Je dors en Bretagne ce soir, et puis des chansons de révolte, des chansons de combat. Oui. Très fortes. Bah oui, si j'ai commencé à chanter, c'est un peu comme ça, parce que j'ai commencé à chanter en 70, et c'était après mai 68, et c'était... j'ai découvert la beauté de la langue bretonne en plus en 69 à l'île de Groix. Et j'étais révolté par le sort qui lui était promis. Enfin bref, si j'ai commencé à chanter, c'était surtout c'était pour des raisons plutôt de révolte qu'autre chose. Mais bon, avec l'âge, ouais. Avec l'âge, la poésie prend le dessus un petit peu, oui. Ouais. Mais bon, cela dit, il faut dans un spectacle, je pense que c'est comme une promenade. Mais il ne faut pas que ça soit toujours dans le même paysage. Donc il faut qu'il y ait, des récréations, il faut qu'il y ait des choses douces, des choses rentrent dedans, etc. Ouais, c'est ça un spectacle. Vous aviez d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelait Je chante la vie, l'amour et la mort. Oui. C'est qu'on chante tout. Voilà. La chanson peut tout chanter. Enfin, la chanson peut tout dire, le meilleur, le pire. Ouais. Je le disais ça dedans, oui. C'était ça. Hein. Oui, parce que je trouve qu'on a toujours eu tendance, d'ailleurs, à vouloir que les gens n'écoutent qu'un certain genre de chansons. Et j'avais été très surpris, justement, en découvrant la tradition, parce que dans la tradition, il y avait de tout, vraiment. Des trucs complètement rigolos, des trucs paillards, des trucs poétiques, des trucs... Et je m'étais dit, tiens, les gens, quand on les laisse faire ce qu'ils veulent, ils expriment tout, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ce qui est fou, c'est que vous êtes bercé par Ferré dans votre enfance. Oui. Et puis un jour, vous décidez de chanter. Vous allez chanter dans la rue. Oui. Chanter dans les restos. J'ai fait la Manche chez Tijos à Paris, à Montparnasse. Ouais. J'avais chanté un coup à la ville de Guingamp, à Montparnasse. Et puis il y a Yvon Littrot qui m'avait entendu, qui venait me trouver en me disant tu peux faire la Manche chez moi tous les soirs si tu veux. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé comme ça, oui. Ouais, là, j'ai un disque qui est quand même un disque culte. Oui. Incroyable. Parce qu'évidemment, il y a la Blanche Hermine dessus, qui est devenue l'hymne de la Bretagne. Oui, c'est une chanson. C'est étonnant. C'est étonnant parce que, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on a commencé à la chanter, quand je l'ai écrite, c'est une question qu'on se posait vraiment. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais partir faire la guerre? Mais on se posait vraiment la question. C'était c'est comme ça, la situation, mais elle a tellement changé maintenant. Elle n'est plus du tout, de ce côté-là, elle n'est plus d'actualité, mais
elle est devenue traditionnelle et les gens la chantent. Et bon, bah, je viens la chanter avec eux sur scène. Et si vous voulez, ce qui se passe qui est intéressant, c'est que les gens la chantent avec moi. Ouais. S'il fallait que je la chante tout seul, je ne sais pas si je le ferais. Oui, c'est parce que le public la connaît. Voilà, le public la connaît, il la chante, il a envie de l'écouter, il a envie de la chanter avec moi surtout. Ouais. Vous avez eu un coup de gueule un jour, parce que je crois que le Front National avait repris cette chanson. Vous aviez écrit un texte, il disait « Touche pas ». Touche pas à la blanche Hermine. Et je disais, elle est peut-être blanche, mais elle a la queue noire. Oui, c'est ça. Ce qui était quand même un comble quand même pour mais vous. c'est n'importe quoi. Mais il faut, justement, où j'ai réagi à ce moment-là, c'est parce que ces gens-là s'accaparent tout. Si on dit rien, les gens finissent par croire qu'on fait partie du Front National, nous aussi. Et il faut rien leur laisser. Quand ils s'accaparent quelque chose, il faut dire non. Ouais. Vous avez une chanson qui s'appelait « Je ne hurlerai pas avec les loups ». Oui, aussi, oui. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on hurle avec les loups? C'est très différent. C'est très, très différent maintenant. Je pense que il n'y avait pas tout ce qui se passe sur Internet, là. Et une diffusion des idées, etc., des discussions, des choses, des fake news aussi, comme on dit, etc. Il n'y avait pas tout ça, quoi. Et donc, bon, je ne hurlerai pas avec les loups, c'est parce que là, c'était la fin de l'URSS. Et puis, enfin, la fin de l'URSS, pas encore, mais c'était la Pologne qui avait décidé, il s'était passé des trucs en Pologne et tout ça. Et puis, il y a des gens qui étaient intervenus pour soutenir la Pologne et qui n'avaient pas les mains très propres non plus de leur côté, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais dit ça, je veux pas. Et dedans, je disais, à l'ouest, les condors, à l'est, les condaciers. Choisis ton con, camarade. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'on appelle cette chanson en coup de poing engagé. Ouais. Vous aviez d'ailleurs, je crois que Renaud avait chanté avec vous un jour sur scène. Hein. Oui. C'est au fond cette tradition de la chanson populaire, de la chanson qui vient de la rue, quoi. Oui, tout à fait. La chanson... moi, si vous voulez, là, à l'âge que j'ai maintenant et ce que je fais, etc., j'ai plus envie de travailler avec des gens qui me disent faites ci, faites ça. Voilà. Alors, déjà fait ça quand même. Déjà, ça arrive. Non, oui. Quand ça arrivait, mais bon, j'ai quand même fait des choses. Bon. Et puis jouer avec des gens, ceci. Mais bon, maintenant, je fais ce que je veux et puis je veux pas. Voilà. Ouais, je regrette quelquefois d'avoir un éditeur pour certaines chansons, etc., etc. Je ne sais pas du tout ce que les gens font avec les chansons. Il y a des chansons auxquelles je crois, et bon, qui ont un succès, mais bon, ça va. Et puis d'autres où je ne m'attendais pas du tout à ça, et bah, ça y est, c'est parti. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être que c'est ceux qui ont vu votre concert et qui, en partant, disent au fond, ils vous emportent dans leur cœur. Oui, oui, mais je leur dis aux gens, ça, je vous emporte dans mon cœur, je souris, mais je vois des gens qui pleurent quand je la chante. Et il y a des gens qui pleurent parce que ça leur rappelle un enterrement. Oui, c'est quand même... c'est émouvant, vous savez, hein, les rapports avec le public. 50 ans que ça dure. Hein. Ouais, 50 ans. Ouais. J'ai commencé en 70, donc presque 50 ans. Enfin, 69 même, oui, ça fera 50 ans l'année prochaine. Ça vient. Ouais. Merci Gilles Servat. Ouais, je vous en prie, merci beaucoup à vous. Quelle belle carrière. Oui. Quel beau répertoire. Presque dire, bon, comment faire pour se quitter sans prononcer quelques mots de la Blanche Hermine. Ah, je vous en parle, oui. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougères et Clisson. Et pour venir ici, on est passé à côté de Clisson tout à l'heure et ça me rappelait que quand j'ai composé ça et que je chantais vive Fougères et Clisson, il y a des gens qui ne connaissaient pas les deux villes, l'une à la frontière de l'Est et l'autre à la frontière du Sud de la Bretagne. Et ils croyaient que c'était des plantes. Ils croyaient que je chantais qu'il y avait la Fougère et puis qu'il y avait une plante de Bretagne qui s'appelait le Clisson. Mais voilà, cette chanson-là, oui, vive Fougères et Clisson. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de Montchamp, une troupe de marins, de paysans. Ouais. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Voilà, les questions qu'on se posait à l'époque. Merci, Gilles. Je vous en prie. Merci. Mais on se les pose plus. Hein. C'est fini, ça. Merci. Merci à vous. Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée?